Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme chaque week-end, on se retrouve pour faire le point ensemble sur les marchés boursiers, les indices, les matières premières, la paire euro-dollar et puis les opportunités actions. Alors, j'avais déjà fait quasiment toute la vidéo et puis j'ai eu un gros bug, comme par hasard quand je vous parlais de Solution 30. Donc j'ai tout perdu. Il n'y a pas eu de recovery ou quoi que ce soit. Donc la vidéo sera certainement publiée le matin au lieu du soir, mais ça, vous vous en rendrez compte quand vous verrez. Euh, et sinon, je vais essayer d'aller au bout. Pense que je vais prendre certains raccourcis sur certaines choses, etc. Pour finir quand même pas trop tard. Mais bon, je vous fais quand même la vidéo. Ce que j'avais dit de la première vidéo, c'était voilà, de continuer comme d'habitude dans la partie opportunité action. Je ne mets pas tout dans la liste de gauche. Il y en a certaines également que j'ai notées. J'intègre les actions que moi je trouve intéressantes, les actions également que vous plébiscitez dans les commentaires de chaque vidéo dans le week-end. Alors pour cela, vous devez donc proposer un commentaire, une action à analyser, et les personnes qui veulent voir cette action analysée doivent cliquer sur le pouce en l'air de ce commentaire-là, de façon à ce que ce soit facile pour moi de repérer les actions qui ont le plus de pouces en l'air, de pouces levés, et comme ça je peux choisir directement une dizaine de valeurs à intégrer à la liste des analyses actions. Voilà. Autre chose également dont il faut se parler, l'inflation. Pas grand-chose de nouveau sur le sujet de l'inflation. La Fed a commencé à préparer, hein, c'était ce dont on avait parlé dans différentes vidéos que j'avais pu faire. Je vous rappelle que dans ces vidéos du week-end, je vous fais un petit point macro, on discute ce que je trouve intéressant et je reste assez haut niveau. Ce que je vous propose, c'est en cours de semaine, en règle générale le mercredi ou le jeudi, je publie des vidéos qui vont un peu plus dans le détail de certains sujets. Donc abonnez-vous à la chaîne, hein, cliquez sur la petite clochette de notification, comme ça vous recevez des notifications dès que je publie ces vidéos-là. Et grosso modo, ça vous permet d'aller beaucoup plus dans le détail de ce que je pouvais dire, même pendant ces vidéos du week-end. Donc, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous ne loupez rien. Et ce que je ferai éventuellement, c'est dans les commentaires, je mettrai un commentaire épinglé là, et j'essaierai de vous rappeler quelques vidéos, puisque on a pu, au cours de la semaine, parler du Michael Burry, là, du short Tesla, où tout le monde vous parle comme s'il avait pris 90% de son portefeuille en short Tesla, alors que c'est pas vrai, plus d'autres ignominies. Euh, et ensuite également un point sur l'inflation. Donc on a vu la Fed commence un petit peu à préparer les foules. C'était ce que j'attendais, c'est ce que je voulais un petit peu. On prépare les foules, on va relever les taux. C'est pas forcément mal, bien entendu, mais voilà, on parle de l'inflation, on parle de l'augmentation des salaires. Vous avez certainement vu la problématique des journaux financiers, c'est toujours la même chose. Ils vous balancent les infos très souvent sans vérification, mais également en faisant des conclusions hâtives. Donc tout de suite, évidemment, on rempile sur l'inflation. Ça y est, on nous avait dit que quand les salaires commenceraient à monter, là, on aurait vraiment droit à l'inflation, inflation durable. Mais il faut penser que la main-d'œuvre, hein, c'est la même chose que la pénurie que vous pouvez avoir sur des matières premières. La main-d'œuvre reste une matière première. Et donc, dans l'idée, c'est la même chose. Vous êtes dans une réouverture, vous avez un pic de demande, je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo également. Il faut bien comprendre que vous avez une compression en fait des prix à cause de ce pic de demande comparé à l'offre, et qu'en attendant que l'offre puisse se mettre à niveau, vous avez donc une adaptation par les prix. Et pour la main-d'œuvre, c'est la même chose. En sus, hein, on en avait déjà parlé, et pour certains d'entre vous, je n'avais pas été clair quand j'en avais parlé, c'était le week-end dernier ou il y a 2 week-ends. Je vous avais dit, il faut faire attention dans les stats du chômage, c'est-à-dire que le marché avait apprécié des mauvais stats du chômage, c'est-à-dire qu'on n'avait pas autant, on prévoyait beaucoup plus de nouveaux postes que ce qu'il y en a eu, etc. Et ça à prendre en compte par les aides gouvernementales. Alors, il faut pas mal me prendre quand je dis ça. Je dis pas que les aides c'est mal. Je dis juste qu'à un moment donné, en fait, comme les gouvernements continuent d'aider, comme vous continuez d'avoir des aides, comme vous continuez d'avoir des salaires payés, etc., vous n'êtes pas poussé quelque part pour retourner au travail ou prendre le premier boulot. Euh, donc ça, c'est important de le comprendre également pour comprendre qu'au niveau de la main-d'œuvre, vous avez des hausses de salaire. Ce qui va être très important ces prochains mois, c'est de voir si ces hausses de salaire-là sont uniquement temporaires parce que on est dans une réouverture et donc
On sait qu'on va avoir ces dépenses de soulagement, on ne sait pas pendant combien de temps, mais on sait qu'on va avoir ce pic de soulagement pour ce qui est restaurant, hôtellerie, tourisme, hein, globalement, et tout ce qui est restauration. Et donc évidemment, ça demande énormément de main-d'œuvre. Et donc, forcément, là, on ne trouve pas forcément, puisqu'il y a des personnes qui potentiellement ne se pressent pas trop, elles ont encore des aides, etc. Elles ont encore un chèque, elles ont encore de l'argent de côté. Et donc, forcément, eh ben, tout ce qui est dans ces éléments-là, dans ces secteurs d'activité-là, ils ont du mal à recruter. Et donc, du coup, pour ne pas se retrouver en déficit et potentiellement impacter leur chiffre d'affaires et louper ce qu'il ne faut pas louper, eh ben, ils sont prêts à augmenter les salaires. Et évidemment, c'est comme pour la pénurie des matières premières, etc. Je pense qu'il faut donner quelques mois, hein, on s'en était parlé, il faut donner 6 mois certainement, pour voir et pour vraiment pouvoir ensuite décrypter est-ce que c'est durable ou pas durable. Et le marché, c'est un petit peu pareil. Le marché, si vous voulez, oui, au début, on a peur de l'inflation, parce que le marché, c'est simple. C'est une bête qui a besoin de visibilité. Même s'il y a des choses qui ne sont pas terribles qui arrivent, si on vous donne la visibilité, si on vous dit ce qui va arriver et si on vous donne les clous, ben vous êtes capable de l'intégrer dans votre gestion du risque, vous êtes capable de le valoriser. Et donc, vous êtes capable de vous projeter. Et donc ça fait beaucoup moins peur, ça fait beaucoup moins de volatilité, ça fait beaucoup moins de baisser. Ce qui rend les marchés très nerveux et volatiles, c'est quand il y a un risque qui arrive, qu'il est nouveau, qu'on n'a pas de visibilité sur son devenir, et donc on ne sait pas trop où on crèche. Et donc là, en règle générale, on préfère vendre, redevenir liquide, en attendant de savoir un petit peu de quoi il s'agit, de pouvoir repondérer les valorisations, bien définir le risque, et là, à ce moment-là, de se dire, bon ben ça a été survendu, c'est sous-valorisé vis-à-vis du risque, maintenant je peux me remettre à prendre ce risque et décider en connaissance de cause. Donc c'est bien ce qu'il faut comprendre sur le marché et ça marche comme ça et c'est important de le concevoir. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que le marché, lorsque vous avez un risque qui n'est pas connu, va dégueuler beaucoup plus rapidement. Et quand ce risque-là va avoir une nouvelle itération, le marché va moins réagir. Ça ne veut pas dire que le risque est moins risqué, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout, etc. Ça veut juste dire que le marché, il a pricé ce risque-là. Concrètement, il sait maintenant, il est plus surpris, il sait de quoi on parle, et donc c'est juste si on a un événement. Pour l'inflation, si on avait anticipé l'inflation, donc on avait fait remonter les taux, mais l'inflation elle-même, elle était anticipée, donc on n'avait pas de preuve de l'inflation. Là maintenant, on est dans une inflation qui est prouvée. Mais ce que le marché regarde, c'est pas seulement cette inflation-là, dorénavant, c'est est-ce que, à l'avenir, puisqu'on a toujours un coup d'avance, on essaie en tout cas, est-ce qu'elle va être durable ou temporaire cette inflation et est-ce qu'elle va être au-delà de ces 2,5-3% qui a l'air d'être le niveau que le marché est en train de pricer. Donc du coup, à chaque fois qu'on se refait peur à coup d'inflation, etc., ce qu'il faut bien regarder, c'est est-ce que le marché se fait réellement peur. Et croyez-moi, si le marché a envie de dégueuler un plus, de se faire encore plus peur, ça ne voudra pas dire que c'est à nouveau on a peur de l'inflation, ça voudra dire qu'on a peur d'une inflation supérieure ou que cette inflation-là soit durable. Et donc du coup, on va regarder ces salaires-là, hein, et le marché le regarde. En tout cas, le marché pour l'instant, il continue d'être rassuré sur la Fed, sur le fait que la Fed, en fait, pour l'instant, gère. Et elle gère très bien. Et elle a commencé, ce que j'apprécie, moi, justement, c'est que la Fed a commencé à nous indiquer, pour qu'on arrête un petit peu l'open bar et justement tous ces éléments un petit peu spéculatifs qu'on a eu, toutes ces différentes bulles qu'on a eues à droite et à gauche, qu'on commence à dire, bon ben oui, on va resserrer la vis, mais pas trop quand même, et puis surtout, on vous donnera en temps utile, quand on aura des preuves, etc., un calendrier, comme ça tout le monde aura une visibilité, etc. Bien entendu, hein, il faut bien penser qu'au milieu de la route, là, il y aura des choses qui interviendront sur les marchés qu'on n'aura pas prévues, et c'est ça qui nous créera la volatilité. Donc c'est pour ça que je vous parle aussi beaucoup de fatigue. La fatigue, c'est quoi? C'est quand vous êtes dans un momentum haussier comme ça, fortement acheteur, vous ne retournez pas à la tendance du jour au lendemain. Sauf Covid, sauf météorite qui vous tombe sur le coin de la figure, ce genre de choses-là. Mais en gros, vous avez besoin à chaque fois donc vous allez avoir une consolidation ou une correction et les acheteurs vont le voir comme une opportunité d'achat. Et ils vont acheter, ils vont rebondir. Puis on en a une autre et ils vont acheter, ils vont rebondir. Puis on en a une autre et ainsi de suite. Et ce qu'on va voir justement dans cette fatigue, dans cette faiblesse au fur et à mesure, c'est que les acheteurs sont là, mais ils sont de moins en moins puissants au fur et à mesure. Et ce qu'il faut regarder, c'est que ces tentatives de poussée vendeuse, elles commencent à arriver
de plus en plus raccourci dans le temps. Et c'est ça qui, au fur et à mesure, ne vous donne pas le signal de timing, mais vous dit, oui, on est dans un marché haussier, mais un marché haussier saccadé. C'est ça que je veux dire quand je vous parle de zigzag, quand je vous parle de marché haussier saccadé, c'est qu'on est en train de fatiguer la tendance. La tendance est toujours haussière, on n'est pas là à anticiper le retournement, on ne peut pas dire lorsque ça cassera par le bas, si ça sera juste une petite consolidation plus profonde, une correction ou un vrai retournement global. Non, ça sera trop tôt, il faudra le voir étape par étape. C'est pour ça que très souvent, je vous explique également qu'il faut attendre les prochaines séances ou que les prochaines séances vont être très importantes. C'est parce que on est dans cette tendance haussière et je pourrais vous dire c'est haussier point barre, mais ce que je préfère vous dire, c'est faire un petit peu de préventif et de vous expliquer, voilà, on n'a pas le timing. On sent bien qu'il y a la faiblesse, mais on ne peut pas dire quand est-ce que la musique s'arrête. Donc le but du jeu, c'est pas de tout vendre et de mettre la tête sous la table. Le but du jeu, justement, c'est suivant les profils de chacun et les risques que chacun vous prend, juste éventuellement limiter les tailles de position ou aller sur des titres qui sont beaucoup plus liquides, sur lesquels on pourra être plus réactif si jamais il se passe quelque chose, etc. Mais sinon, continuer d'acheter les signaux, etc. À titre personnel, vous le voyez, je prends des couvertures, mais je continue d'essayer. Ces couvertures-là sont faites pour m'éviter d'avoir le biais que j'ai. Et derrière, de continuer à suivre des signaux d'achat. Donc, je continue d'acheter, je continue à suivre des signaux d'achat, mais j'ai une couverture. Donc, grâce à cette couverture-là, je me permets de continuer d'être offensif, continuer d'être dynamique et puis de suivre les signaux. Ça évite pas mal de frustration. Et puis, si jamais à un moment donné, il y a un contrebalancier, ça me donne un petit peu de temps pour sortir de mes positions, etc. Et quelque part, le but du jeu, c'est pas de gagner finalement, c'est d'équilibrer la performance en fait et de sécuriser la performance tout en restant quand même sur les marchés, au contact du marché. Parce que à titre personnel, voilà, je ne crois pas qu'il faut être all-in sur les marchés ou all-out. Hein. Je ne pense pas qu'il faut être binaire. Je pense qu'il faut toujours avoir, de toute façon, il y a toujours des opportunités, même dans les marchés baissiers, il y aura toujours des choses intéressantes. Et puis après, voilà, d'un point de vue portefeuille dynamique, il y a toujours des rebonds qui sont intéressants à jouer. C'est juste qu'on est sur des horizons de temps qui sont plus restreints. On ne conserve plus pour jouer des tendances éventuelles. Il y a encore de très belles tendances. Hein. C'est pas ce que je dis, il y a encore de très belles tendances, mais on sent que ça commence à fatiguer. Donc au niveau du CAC 40, si on revient à nos moutons, pour moi, c'est une tendance haussière saccadée. Par contre, ce qu'on valide quand on fait, vous le voyez, les coûts ici de semences, c'est qu'on commence à les avoir de plus en plus rapprochés. Et les rebonds sont assez forts, mais pour l'instant, vous le voyez, ces rebonds-là n'arrivent pas à relancer et reviennent difficilement au même niveau que précédemment. Alors potentiellement, ce coup-ci, on va passer les 6410 et on va ouvrir les 6450, 6460. Mais même si ça devait être le cas, pour moi, on restera dans cette hausse saccadée. Alors, à contrario, quand est-ce qu'on attaque éventuellement la consolidation et qu'on en a les véritables signaux et pas juste les hypothèses de travail que je vous souligne, c'est donc de repasser les 6300 en dessous, qui redeviennent pivots pour moi. Et surtout, on le voit, on peut tracer éventuellement une petite oblique qui va rejoindre les 6220 points dont je vous avais parlé cette semaine. Comme étant le pivot, on est allé chercher en dessous avec une mèche basse, mais globalement, je vais les rappeler à nouveau, ces 6220 points, comme étant le support et le pivot pour moi qui engagerait une consolidation à plus profonde, correction même, on pourrait l'intituler, pourquoi pas vers la zone des 6000 points, qui je pense serait un niveau important, graphiquement et psychologiquement. Donc ce que l'on va regarder ensuite, c'est le Nasdaq. Sur le Nasdaq, on a à peu près la même chose pour moi, et c'est ça qui va être très important. C'est qu'on a là aussi une tendance haussière, hein, une tendance haussière qui reste affirmée. On a dans cette tendance haussière, éventuellement, on le voit, une consolidation qui s'est mise en place. Le rebond ici, c'est pas fait n'importe où en fait, il est revenu chercher, vous voyez, cette ancienne oblique résistance qui avait été cassée par le haut et qui sert dorénavant de support. On avait éventuellement un biseau descendant ici qui se formait, qu'on aurait là cassé par le haut, on est éventuellement en train de faire le pullback. Donc là pour moi, c'est assez positif le rebond qu'il y a eu et on va placer le pivot de la même façon qu'on met le pivot à 6003 au niveau du CAC à court terme.
on va le placer ici au 13 003 sur le Nasdaq. Donc ce qui va m'intéresser, c'est est-ce qu'on va faire la même chose qu'ici. Vous le voyez ici, mis à part l'épaule tête-épaule inversée qu'on avait faite, vous le voyez, on avait construit à l'intérieur de cette figure en biseau ici, avant de casser par le haut. Ben, potentiellement, c'est peut-être ce qu'on va faire ici. Et ce qui va nous importer là, c'est les prochaines figures, les prochains chandeliers, les prochaines séances. Soit on travaille cette zone-là et on réintègre et on repasse sous les 13 003, 13 250 points, et auquel cas il faudra le voir comme une faiblesse et on redeviendra prudent sur la suite. Mais là aussi, il faut bien comprendre qu'on parle de prudence court terme. À moyen long terme, la tendance reste haussière. C'est juste qu'on peut éventuellement continuer d'avoir cette consolidation qui se met en place à court terme. Et ce qui est important ici, on le voit, c'est du coup comment on va construire et la capacité ou pas de passer les 13 006, mais surtout pour moi, le gros niveau serait les 13 007 et confirmation au-dessus des 13 008 pour relancer une attaque et aller chercher cet oblique. Ce qui nous ferait construire éventuellement, que ce soit cet oblique-là ou cet oblique-là, un biseau ascendant, mais plus large que celui qu'on avait pu tracer avant. Et donc là, vous aurez votre figure en fait de congestion. Et le jour où vous cassez ça par le bas, on valide et on engage en effet la correction. Et le jour, et qui aura pour objectif ces 12 200 points, et le jour où vous cassez ces 12 002, là, on engage en effet une correction beaucoup plus moyen terme. Donc c'est ça qui est important de comprendre, les différences d'horizon de placement et la contamination que l'on va faire au fur et à mesure. Et donc, suivant votre profil, voilà, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer sur le Nasdaq, une consolidation court terme qui ne remet rien en cause si vous êtes long terme. Donc, ce qui va nous intéresser, voilà, c'est d'une part ces niveaux importants-là sur les 12 009. Pour moi, niveau pivot de ce mouvement en cours de rebond, les 13 250, 13 300 points. Tant qu'on est au-dessus, on est positif et éventuellement une construction qui se mettrait en place, qu'il faudrait casser par le haut pour continuer à rester positif et acheteur. A contrario, si on repasse par le bas, il faut repasser prudent sur la suite. Donc voilà un petit peu le Nasdaq, vous le voyez, et un peu plus, lui, déjà dans du travail. Mais globalement, voilà, suivant l'oblique que l'on choisit, on est en fait, si vous vous rendez compte, si vous prenez du recul, et on peut prendre au sens propre comme au sens figuré, on peut prendre du recul, ça nous permet souvent, je vous l'avais expliqué aussi dans une vidéo, je vous mettrai peut-être dans les commentaires, un commentaire épinglé comme j'ai dit, avec quelques vidéos que je trouve intéressantes. Je vous avais proposé ça le week-end dernier, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire que si vous trouvez ça bien, et je pourrais proposer une vidéo pour que ce soit focus, ou peut-être deux ou trois, mais j'ai peur si j'en propose deux ou trois potentiellement que ça vous n'ayez pas le temps de toutes les voir, etc. Ou que vous vous disiez c'est trop, peut-être une, au moins c'est plus droit au but. Mais bon, du coup il y en a pas mal qui seraient intéressantes et qu'il faudra choisir. Donc globalement, voilà un petit peu où on en est au niveau du Nasdaq. Je trouve que c'est une séance intéressante. Et là, ce qui va m'intéresser, donc, c'est les prochaines séances, voir si on valide bien ce rebond-là. Parce que la faiblesse, ça serait que très rapidement, la semaine prochaine, en fait, on repasse sous les 13 300, 13 250, et très rapidement. Sinon, si on navigue comme ça, ben on va construire, on va congestionner, et donc on va congestionner dans cette zone-là, et donc sorti par le haut, on relance, et donc du coup, on commencera de plus en plus à valider ce biseau ascendant. A contrario, si on repasse par le sud, on valide certainement un retour vers la zone des 12 006, 12 007, où on retrouvera la moyenne mobile 200 qui sera remontée entre temps. On va faire un petit tour du côté de nos taux. Alors j'aime bien plutôt regarder le 20 ans pour voir. Et donc là, qu'est-ce que l'on considère? Donc ça, ce sont les obligations. Ça veut dire si vos taux remontent, les obligations baissent. Si les taux baissent, les obligations remontent. Donc là, ce que l'on voit, c'est une tendance baissière en effet. Donc on continue d'être très nerveux sur les taux. Mais en fait, si vous regardez par rapport à ce qui se passe, en fait, le marché, qu'est-ce qu'il nous indique? Le marché il nous indique qu'en gros, par rapport à la première peur qu'on a eue en février, eh ben, à ce stade-là, il a anticipé qu'il allait avoir un retour de l'inflation et il se satisfait pour l'instant de ce qu'il avait anticipé. Donc il n'y a pas de nouvel élément. Donc ce que l'on voit, c'est qu'on est en train de construire une figure très neutre. Si on la casse par le haut, le marché validera que cette inflation qu'il avait anticipée, en fait,
Il va commencer à valoriser le fait qu'elle n'est que temporaire. A contrario, si on casse par le bas ici, donc les taux se remettent à monter, là, on va valider que oui, on a de l'inflation, mais que très certainement, il faut prévoir une inflation plus forte que ce qui avait été prévu sur le précédent mouvement. Et donc, on va refaire monter les taux en conséquence, et tout le monde vous fera des gros titres sur les taux américains à 10 ans qui vont chatouiller les 2%. Et on remettra tout sur le papier en disant les obligations c'est éventuellement une alternative, en se leurrant, en regardant les dividendes du S&P qui intègre aujourd'hui 30% de capitalisation et de valeur technologique, qui ne verse pas beaucoup de dividendes pour différentes raisons, etc. Bref, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vous invite, si vous voulez vraiment voir ce que l'on a en termes de dividendes aujourd'hui, à regarder globalement ce que peut verser le Dow Jones, et vous allez vous rendre compte que oui, parce que les rendements sont élevés, parce que les actions ont pas mal baissé, mais du coup, dans le vieux monde, comme j'aime le dire, on va trouver beaucoup de valeur actuellement, et avant qu'on se pose la question de revenir sur les obligations, il va falloir que les taux remontent quand même sérieusement, surtout si on a une inflation avérée. Il n'y a pas grand monde qui voudra prendre le risque en pensant que l'inflation va continuer de monter et donc les taux vont continuer de monter. On attendra vraiment que les taux remontent bien au-delà de 2,5 à 3% avant de commencer à se poser la question d'une alternative aux actions. Voilà donc pour le petit topo. Et donc ça aussi, c'est pour vous rappeler ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'est que le marché, il va anticiper un scénario. Et puis en fait, après, vous allez vous rendre compte, ça va vous donner l'impression que le marché s'en fout. Le marché s'en fout pas. Le marché a juste valorisé et il a acté un scénario. Et ensuite, il attend d'avoir des éléments qui lui permettent d'anticiper la suite. Inflation juste temporaire, donc on se détend, la Fed nous aime, etc. Ou alors, l'inflation n'est pas temporaire, l'inflation est plus durable et surtout plus forte, donc la Fed va agir, mes taux longs remontent, je vais avoir du tapering, etc. Donc on va me retirer un petit peu des picousses de liquidité. Si on me retire des picousses de liquidité, bon déjà je fais moins de levier, donc ça peut toujours, c'est toujours appréciable, parce que vous avez vu, dès qu'on met du levier, on a eu Archegos, sur les cryptos également c'est la même chose, vous avez à un moment donné les appels de marge qui se font et les stops qui se déclenchent, et vous voyez tout de suite, dès que vous n'avez pas suffisamment de contrepartie, de l'autre côté, ça creuse très très vite. Donc on en est là aujourd'hui. C'est ça le risque, quand je vous dis le risque, c'est la volatilité. Si vous voulez, c'est comme vous êtes dans un marché où tout le monde est action, alors on fait des rotations à l'intérieur, etc., maintenant de nos jours, bien entendu, mais comme tout le monde est surexposé, comme tout le monde, il n'y a plus beaucoup de cash, les gens qui devaient être investis sont investis, eh bien, derrière, ce qui peut rester, et les catalyseurs éventuellement pour le marché, c'est d'aller chercher du levier, mais d'aller chercher du levier avec de la dette. Et donc ça, quand ça se retourne contre vous, vous avez des appels de marge. Et c'est l'effet boule de neige. Et ça, je veux dire, voilà, je n'ai pas besoin de vous en parler. Vous pouvez voir toutes les actions technologiques et surtout les actions, les petites caps. Vous pouvez regarder du côté des cryptos, vous pouvez regarder de tout ce qu'avait le fonds Archegos, par exemple, avec tous les dommages collatéraux qu'il y a eu. Voilà, c'est ça, le risque global, c'est de réfléchir dans le marché, comme je vous le dis souvent, en offre et demande. Il n'y a pas, quand tout le monde doit vendre parce qu'ils doivent vendre, il n'y a plus de fondamentaux. Les résultats des sociétés, on s'en fout. Si quelqu'un doit vendre et il n'y a pas d'acheteur en face et il doit vendre à n'importe quel prix, il vendra à n'importe quel prix, même si ça doit faire passer la capitalisation de la boîte en dessous de sa trésorerie. C'est là où un investisseur lambda, en connaissance de cause, peut faire des bonnes affaires et peut profiter de cette inefficience de marché. Mais ce qu'il faut bien comprendre, voilà, c'est qu'il n'y a pas de socle fondamental. Quand le marché dégueule et qu'il doit solder les positions parce qu'il a des appels de marge, il dégueule. Je veux dire, vous avez eu un excellent exemple sur le Covid. Donc là, tout le monde devait solder les positions et vous soldez même ce qui marche. Donc c'est là aussi où il ne faut pas oublier la contamination qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que vous pouvez vous croire en sécurité aujourd'hui avec des actions anti-inflation, etc., donc de la vieille économie, un beau rendement, etc. N'oubliez jamais que éventuellement, si un marché se retourne à une vraie crise de liquidité, même ce qui marche, même ce qui est censé tenir, sera vendu. Pourquoi? Pour compenser les pertes d'ailleurs.
Et donc ça, il faut bien comprendre le marché dans sa psychologie d'offre et demande. C'est là que c'est important. Si d'un coup, tout le monde veut vendre les actions, vous n'avez pas de contrepartie demandeuse en face, les prix iront où ils iront. Vous avez beau m'expliquer que cette valeur-là vaut 100 euros par action, coûte que coûte, etc. Il n'y a nécessairement pas de limite, hein. De la même façon, quand vous avez les spéculations haussières, comme on a eu au début de l'année, c'est exactement la même chose, hein. C'est l'effet momentum. Il n'y a plus personne qui réfléchit aux fondamentaux à ce moment-là. Le but, c'est de ne pas louper le train. Et donc, on y va, on y va, on y va. Et c'est des effets boule de neige, dans un sens et dans l'autre. Mais ça, c'est typique des marchés. Offre et demande. C'est ça qui est important. C'est pour ça que, pour celles et ceux qui me suivent depuis 2019, etc., j'appuyais par rapport aux gens qui étaient inquiets sur l'économie, inquiets sur les résultats des boîtes, etc. J'appuyais surtout sur le fait qu'il y avait énormément de liquidités et donc il y avait une demande en action qui était forte parce que je vous avais parlé des niveaux de cash, etc. Beaucoup de gens qui avaient du cash, qui étaient en attente. Et ensuite, on parlait aussi du niveau de l'offre. Lorsque vous avez un paquet d'actions qui sont rachetées par du private equity, qui sortent de la cotation, lorsque vous avez des actions qui font des rachats d'actions, des buybacks, lorsque vous avez des fusions, acquisitions, des OPA, des sorties de cotes, etc., tout ça, ça réduit petit à petit le nombre d'actions qui sont disponibles et la capitalisation globale qui est disponible. Et donc, en fait, vous réduisez, au fur et à mesure, vous réduisez votre offre et votre demande continue à augmenter parce que vous êtes gonflé, vous avez de plus en plus de cash, les taux continuent de baisser, vous avez de moins en moins d'alternatives d'investissement, donc au bout d'un moment, vous êtes obligé d'aller chercher de l'action, vous êtes obligé d'aller chercher du risque, etc. Et vous injectez. Et comme vous avez réduit l'offre, eh ben, tout de suite, vous n'avez pas suffisamment de contrepartie vendeuse. Et donc, c'est quoi la variable d'ajustement lorsque vous avez un déficit offre et demande? Comme pour tout ce dont on parle, la variable d'ajustement, c'est le prix. Donc, on va enchaîner. On va regarder donc maintenant le Brent. Le Brent, qu'est-ce que l'on a? On a fait notre impact donc sur l'oblique et on est en train de céder un petit peu par le bas avec éventuellement un pullback ici. Donc globalement, on a juste une consolidation éventuellement qui se mettrait en place. Pour moi, c'est la même chose. Petite consolidation à court terme, mais à moyen et long terme, vous restez haussier. Éventuellement, on construira un range sur le pétrole. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On a anticipé la réouverture, on a anticipé la consommation de réouverture, c'est comme les marchés, on a anticipé cette réouverture. Donc quand elle advient, en fait, c'est toujours rigolo, c'est toujours la même chose. On achète la rumeur, donc on anticipe ce qui va se passer, et quand ça se réalise, ben on vend, puisque ben on a déjà tout valorisé. Par contre, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est qu'au niveau du pétrole, comme je vous l'avais dit, on a un déficit offre et demande. Il y a un déficit structurel, hein, celui-là, il ne changera pas, ce qui fait qu'à long terme, globalement, on sait très bien, même si on parle de transition énergétique, tout ce que vous voulez, il y a encore pas mal d'années où là aussi, vous aurez un différentiel offre et demande à prendre en compte. Mais maintenant, on va parler de l'offre. Donc, on va certainement rehausser autant qu'on peut l'offre. On a déjà commencé, mais on va continuer. Et puis, on va certainement aller chercher des barils un petit peu à droite, à gauche, notamment au Moyen-Orient. On sait très bien qu'on retravaille un petit peu, on renégocie un petit peu différents accords. Et on peut avoir donc du pétrole du Moyen-Orient qui revient sur le marché et qui vient un petit peu augmenter l'offre, ce qui rééquilibrerait avec la demande. Donc globalement, c'est ça la consolidation qui peut se mettre en place ici, mais la tendance de fond est structurelle pour moi. Donc petite consolidation à court terme, on va dire les 62 dollars dans cette zone, hein, les 62 dollars en support, et si jamais c'est pas suffisant, les 58. Et je pense qu'en gros, on restera dans ce range, en tout cas à ce stade-là. C'est l'idée. Évidemment, si on revient taper les 70, on casse par le haut. Là aussi, il y aura certainement, c'est toujours pareil, le Moyen-Orient, ça va être la plaque tournante entre des nouvelles tensions, ça vous met un petit coup, sur l'offre, ou au contraire, on apaise un petit peu tout le monde, et donc on commence à reparler un petit peu d'augmentation de l'offre. Chacun augmente un petit peu à droite à gauche. Il n'y a pas énormément de marge, mais il y a un petit peu de marge. Ce ne sera pas suffisant certainement pour les années à venir. D'où la vie long terme, mais à court terme, ça peut éventuellement un petit peu permettre de souffler à ce stade-là. Au niveau de l'or, bon, ben là, on a acté le retour de l'inflation. On en avait parlé ces précédentes semaines, mois. Normalement, l'or est donc un hedge, une couverture contre l'inflation, et tout le monde était, ouais, mais l'or baisse alors que
vous avez les taux d'intérêt qui remontent et qu'on va croire à l'inflation. Sauf que on avait une inflation qui était anticipée. Là maintenant, on a une inflation qui est avérée. Et comme je vous dis, l'or va évoluer de la même manière, c'est-à-dire maintenant, c'est de se dire, ok, on a pricé cette inflation-là, etc. Maintenant, c'est est-ce que c'est une inflation temporaire et ou est-ce que cette inflation-là peut être encore supérieure à ce qu'on est en train de pricer, c'est-à-dire du 2,5-3%, est-ce qu'on peut être au-dessus? Et donc là aussi, quand vous regardez l'or, par exemple, quand vous regardez les taux, quand vous regardez l'or, ben, c'est ce qui vous permet de voir ce que le marché anticipe. Donc là, au niveau de l'or, on est en train de retourner la tendance à la hausse, comme on en avait parlé. Je pense qu'il y a encore du boulot, notamment avec cette zone des 1910 dollars. On peut avoir une consolidation intermédiaire, mais en gros, on est en train de construire le retournement de la tendance. Donc là, on voit que le marché est en train d'acter, en effet, de rejouer le côté inflation, mais de le jouer dans le sens, j'ai une inflation de base qui est avérée, maintenant, est-ce que je joue justement l'inflation un petit peu supérieure? Donc, en attendant, on le voit, on a un bon mouvement qui peut éventuellement consolider à plat. Pour moi, ce qui sera important, c'est de passer les 1910 dollars. Et sur l'argent, également, sur l'argent, c'est la même chose. Alors ça, on va l'enlever. Ce qu'on va avoir, donc, c'est plutôt cette résistance horizontale, ce support oblique, donc un triangle ascendant qui continue sa construction, continue son mouvement, mais c'est exactement la même chose. Donc là, on continue d'être dans une tendance en retournement à la hausse avec une énorme consolidation. Hein, je vous le dis, plus la consolidation est longue, plus le mouvement qui en résulte également sera fort. Donc là, c'est pour ça aussi que je privilégie l'argent par rapport à l'or, éventuellement, si on veut utiliser cela via un hedge. En plus, il y a une dimension industrielle fondamentale que l'or n'a pas. Ne me parlez pas des bijoux, c'est pas suffisant. Donc voilà un petit peu pour l'idée. Globalement, là aussi, on a les 26,50 $ en plaque tournante, positif donc, et en tentative de retourner globalement, mais il y a encore du boulot, on le voit. Mais là aussi, ce que l'on sent, c'est que le marché est en train d'acter le scénario et donc de revenir à la vision. C'est ce que je vous explique très souvent. C'est pas parce que vous avez une vision qu'on va y aller en ligne droite, vous avez des étapes intermédiaires. Et donc là, on est en train de se remettre dans la dimension pour rejouer la vision. Donc, mais ça peut encore prendre du temps, hein. On voit, il y a encore éventuellement de la marge. Et l'euro-dollar, là aussi, ce sera un enjeu fort pour l'inflation, mais aussi éventuellement pour la guerre de monnaie, puisque on peut parler de la baisse du dollar, en effet, on peut expliquer toutes les raisons pour lesquelles le dollar va continuer de baisser, et il continue d'être dans cette tendance baissière, mais également, il ne faut pas croire que les autres pays vont accepter longtemps que le dollar soit trop bas. C'est ça aussi qui est important. Et au niveau de la Banque centrale, il y a fort à parier que si on revient dans la zone des 1,24, 1,25, ça va devenir un gros sujet et tout le monde commencera à réfléchir un petit peu sur comment on peut éviter un euro trop fort. Parce que c'est pas bon non plus. Et c'est là où on rentre un petit peu dans le jeu, entre guillemets, la guerre des monnaies, qui sera là aussi un enjeu de taille. Alors, il y a plusieurs, dans les décennies prochaines, vous avez des enjeux sur les matières premières, qui c'est qui va définir les matières premières, etc. Puisque la transition énergétique remet ça sur la table, et puis comment on fait en sorte de rester indépendant avec des matières premières qui sont détenues par certaines zones géographiques ou pays. Et ensuite, donc également, les monnaies. L'importance des monnaies de réserve. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que le dollar perdra son facteur monnaie de réserve au détriment de la Chine. Ok, alors je veux bien qu'on discute éventuellement que le dollar perde un petit peu de sa superbe, mais avant que ce soit le yuan qui prenne le relais, il y a du boulot quand même. Et donc j'essaierai de faire une vidéo là-dessus pour reprendre, pour bien regarder un petit peu aujourd'hui dans le monde quelles sont les réserves de monnaie qu'il y a. Le yuan, il est loin derrière quand même, hein. Donc il faut encore, je dirais, pas trop miser là-dessus, hein. Je pense qu'il y a une différence entre parler de population mondiale, d'économie mondiale, de croissance, etc. Et ensuite, on arrive dans le niveau épineux. Alors la Chine fait ce qu'il faut, hein, c'est-à-dire ils sont en train d'avoir un budget militaire qui est en augmentation, et petit à petit, ils sont en train d'essayer de mettre la main mise sur la mer. Et ça, c'est un facteur qui est très important. Et puis, bien entendu, on remet sur le couvert en permanence Taïwan, et puis en plus, tout le monde, que ce soit les Russes, les Chinois, etc., tout le monde est en train de poster un petit peu Biden. L'Iran aussi, hein, pour le pétrole, la dimension pétrole, là aussi, c'est important. Donc on voit, avec Biden qui est revenu, tout le monde essaie un petit peu de se tester pour voir un petit peu si on va faire bouger les cartes.
Et ça aussi, ça sera, je pense, dans la décennie à venir, avec les matières premières, etc. Je pense que géopolitiquement, il va y avoir beaucoup de choses intéressantes, hein, pas forcément positives ou négatives, mais intéressantes dans leur globalité. Et je pense qu'il faudra qu'on les commente au fur et à mesure. Et cette réserve de valeur et cette réserve de monnaie pour le dollar, je pense là aussi il faut parler de beaucoup de choses par rapport justement à l'économie américaine pour pouvoir essayer de projeter ça. Mais ça, c'est pas des trucs qui se font du jour au lendemain. Donc au niveau de l'euro-dollar, c'est haussier, donc baissier pour le dollar. Et ce qu'on est en train de travailler ici, vous le voyez, c'est la sortie de cette résistance horizontale. Alors il y a une épaule tête, épaule inversée éventuellement, mais on voit que aussitôt qu'on est sorti, aussitôt on a du mal. Donc globalement, je veux dire, on va parler d'une zone là, 1,22, 1,23 et des brouettes. C'est la zone de résistance et on est en train de travailler ce niveau-là. Pour moi, tant qu'on va rester au-dessus des 1,20, qui est le pivot, on reste haussier euro, baissier dollar. Et tout ce qui se passe là, c'est du bruit de marché, on laisse faire, on laisse travailler. Si on repasse sous les 1,20, on rejoue le scénario de force du dollar. Alors, il pourrait y avoir plusieurs explications par rapport à ça. On ne va pas les traiter ici. Je vous referai une vidéo pour retraiter parce que si jamais le dollar se remet à devenir fort, il faudra là commencer à reshifter un petit peu son avis sur les matières premières, les marchés émergents, etc. Puisque évidemment, tant que le dollar baisse, ben, les matières premières continuent de s'affranchir. Là aussi, c'est une vidéo que je vous ai faite cette semaine avec un petit rappel sur ça, que je trouve très important. Quand vous regardez la hausse des matières premières, n'oubliez pas d'intégrer aussi la baisse du dollar, puisque toutes les matières premières sont cotées en dollars. Voilà, je pense qu'on a fait globalement le tour. On va passer aux actions. Et donc les actions, c'est comme je vous dis en permanence, oh, pardon, je ne sais plus où je suis, voilà. C'est comme je vous dis en permanence sur les actions, j'ai pas tout dans la liste de gauche ici, je n'ai pas tout mis, j'en ai quelques-unes à vous montrer à la fin, dont Solution 30. À chaque fois que je parle de Solution 30, la vidéo bug, donc j'espère que je pourrai aller au bout. Voilà, donc on va faire toutes les actions. Solution 30, je le ferai à la toute fin. Il n'y a pas tout ici. Et comme d'habitude, donc je vous rappelle, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager également pour que ça aide le maximum de personnes. Je vous remercie par avance. Et également de me dire quelles sont les actions que vous suivez et quelles sont les actions éventuellement que vous voulez que je suive la semaine prochaine. Et les autres personnes, vous mettez un pouce en l'air dès qu'il y a une action qui vous plaît. Comme ça, je fais remonter celles qui ont le plus de pouces en l'air dans la prochaine vidéo. Alors, on commence par une action spéculative. Hein, c'est dans l'ordre alphabétique, c'est pas dans l'ordre de préférence. Abionics Pharma. Donc, on a eu une nouvelle poussée ici. Alors, il y a pas mal de mèches, etc. Donc, c'est un petit peu plus compliqué de tracer. Mais globalement, je veux dire, on peut tracer quelque chose comme ça, c'est-à-dire une grosse congestion ici avec plusieurs tentatives, tac, 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 et là, c'est en train de passer. Donc là, éventuellement, un mouvement spéculatif qui pourrait se mettre en place. On a vu le mouvement spéculatif de folie hein, sur Actiplay. Alors, plusieurs raisons à ça. C'était une très belle figure, tout était magnifique, mais je pense aussi que comme le marché a été pas mal ballotté depuis 2 mois et donc on n'a plus tellement beaucoup de figures, en fait aussi, je pense voilà, qu'on recentre pas mal les capitaux et les personnes qui achètent ce genre de petites boîtes, etc., sur un petit peu les mêmes configurations. Et il n'y en a plus tellement tant que ça des configurations bien propres. Et donc je pense que c'est ça qui permet également de faire effet bouchon de champagne, parce que bah, du coup, offre et demande, comme je vous ai expliqué, on a ce surplus, ce surplus d'offres. Alors c'est demande que je voulais lire. Alors j'essaie de raccorder les violons parce que j'ai un petit bout de chou qui se réveille un petit peu ce soir. Avionics, donc voilà, vous avez le break qui devrait pouvoir partir en mode spécu. ADP, on a la consolidation qui est en train de se mettre en place en mode pullback. On a éventuellement un support, on voit dans cette zone des 107. Donc ça serait bien de tenir cette zone-là et de relancer. Sinon voilà, on reste globalement dans un retournement de moyen terme qui continue à se construire. Air France, il y a toujours du boulot là-dessus. Hop, on le voit, le boulot, ça serait de casser en premier lieu cette oblique. Et puis après, il y aura un deuxième boulot qui sera de casser cette zone des 4,80 €. Et une fois qu'on casse ça, les deux, donc un premier bout, un deuxième bout, là on peut éventuellement commencer à parler de retournement et du fait que le marché essaye de jouer un petit peu les vacances d'été. Boiron, là,
C'est plus propre, c'est un retournement qui est toujours acté, on a une bonne congestion et on est en train de relancer. Donc là aussi c'est un titre qui est appréciable, positif et qui est en train d'acter son retournement. Donc on reste positif là-dessus. Carrefour également, on reste positif, on est juste en train d'atteindre éventuellement un point de blocage pour une petite consolidation. Rien de bien méchant, mais là aussi vous voyez le retournement, c'est très très bien mis en place. Katana, éventuellement pour une relance, il y a différentes façons de le voir. Cette résistance horizontale éventuelle, et donc ce triangle ascendant. Sinon, cette petite oblique ici, qui est en tentative de cassure ici. Bref, à confirmer, lundi, il y a eu des bons volumes, donc une tentative éventuelle de relancer la tendance haussière. Serinov, en valeur un peu plus spéculative, qui est bien partie ces derniers temps. Donc on a cassé cette oblique ici. Éventuellement, on peut avoir un pullback qui peut être une zone intéressante sur 1,50 € pour jouer le deuxième effet qui se coule. Et vous le voyez, la barrière est ici aux alentours des 2,10 €. Attention, c'est un titre assez volatile, même s'il y a quand même pas mal de volume. Ça, c'est assez encourageant. CGG, pour moi, il n'y a toujours pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a juste des rebonds techniques qui se mettent éventuellement en place. Mais il y aura vraiment pas mal de boulot, je pense, avant de retourner la tendance. Donc là, on est en observation. Méfiance, si ça casse ici par le bas, on activera plutôt l'idée d'un biseau descendant avec cette oblique. On peut la tracer de différentes façons et donc forcément, ça peut avoir plusieurs niveaux. Mais bon, grosso modo, ça devrait revenir dans cette zone comprise entre les 81 et les 77 éventuellement. Ça, c'est pour le scénario négatif. Le scénario positif, il se déclencherait dans la capacité de revenir au-dessus des 91-92 centimes d'euros. Et donc de se remettre en attaque éventuellement de cette oblique ici. Bon, ça peut se faire, mais ça peut se faire en plusieurs étapes. Il y a beaucoup de boulot, je trouve. C'est assez, à moins d'une news, etc., bien entendu. Mais là, ça demande encore de la construction. Clara Nova également demande un petit peu de construction. Il y a un dépassement des 7,40 € ici qui permettrait de se remettre dans des bonnes dispositions et de relancer la dynamique. On est venu fermer le gap, donc on est en train de travailler, vous le voyez, cette zone de soutien. Mais dans le rebond qu'on a effectué, on a bloqué sous les 7,40 €. Hop. Alors on va essayer d'aller au bout. Du coup, je raccroche les wagons une nouvelle fois. Donc ce que j'ai essayé de vous dire, certainement, les 7,40 € à pousser pour se remettre dans les bonnes dispositions. Et on n'omet pas, voilà, qu'éventuellement on fait une mèche haute ici. Donc il va falloir tenir et rapidement passer. Sinon, au niveau des soutiens, toujours cette zone des 6,98 € de brouette et cette oblique ici aux alentours des 6,80 € éventuellement en mode mèche basse qui peut éventuellement advenir. Mais vraiment ce carrefour là à 7,40 €, important de le passer rapidement. Colruyt, j'ai fait les efforts, enfin j'espère l'avoir bon. Merci à ceux qui m'ont aidé. Donc du coup, vous voyez, on a cassé cette oblique et on est en train d'y revenir en pullback. Donc le retournement est toujours acté. Maintenant, ce qu'il faudra pour le confirmer, vous le voyez, c'est réussir à casser cette résistance horizontale aux alentours des 51 €. Au niveau de Covivio Hotel, c'est assez intéressant, vous le voyez, puisqu'au moment même où on est en train d'aller dans la réouverture, ben on voit pas mal de ces valeurs immobilières qui ne breakent pas par le haut. Donc c'est ce que je vous expliquais en début de vidéo, justement. Alors maintenant, le début de la vidéo est assez lointain, donc je ne sais plus si ce que je vous ai dit, c'était dans la vidéo qui malheureusement est partie à la poubelle, ou si c'était dans celle-là, je ne sais plus. Cette semaine, ça sera peut-être un petit peu décousu. Donc Covivio Hotel, toujours cette zone des 18 € à casser. Alors Covivio Hotel, c'est une petite, je sais pas, on peut regarder Covivio en plus gros. Là, on voit, c'est quand même un petit peu plus positif, un petit peu plus serein. Vous avez Gessina, sinon, que je regarde aussi. Là aussi, ça reste positif. On voit, on est en tentative de sortir par le haut. Alors, il y a plusieurs façons de le voir éventuellement. Mais là aussi, ça reste plutôt positif, au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc, c'est vraiment spécifique à Covivio Hotel. Il faut faire attention. Elle n'est pas super liquide. Donc, il peut y avoir justement des problématiques. Je regarde le phone, je commence à devenir un peu foufou à entendre des bruits à chaque fois.
On raccroche Crédit Agricole. Donc les bancaires aussi vont nous intéresser. Les bancaires, ce qui va nous intéresser, c'est de voir un petit peu comment elles consolident. Donc on voit ça consolide un petit peu, mais ça tient cette zone des 11,90 €. Si on fait sceller cette zone des 11,90 €, il restera cette petite oblique ici sur un 11,70 €. Et si on fait céder ça, bon, ben, le secteur bancaire méritera de reprendre un petit peu son souffle, de consolider, et ça sera un catalyseur de moins pour le marché. Évidemment, les autres catalyseurs étant Total, LVMH, donc essentiellement luxe, pétrole, énergie, on va dire, au sens large. Donc au niveau des bancaires, on le voit, bon, il y a une distribution de dividendes quand même, que le marché a plutôt bien accepté, et par contre derrière, on est en train de marquer un petit peu une consolidation. Mais rien de bien méchant à ce stade-là. Et je serais tenté de dire que ça serait simple, consolider. Et c'est juste, voilà, le secteur bancaire, au-delà du luxe, au-delà du pétrole, peut aussi commencer à vous donner des indications que vous voyez. Bon, c'est haussier, mais ça commence un petit peu à fatiguer. Par contre, Danone fatigue pas du tout. Alors là aussi, mon graphique, je peux le rhabiller parce avec la distribution de dividendes, comme j'ajuste mes graphiques aux dividendes, toutes mes obliques forcément partent un petit peu à droite à gauche. Donc on avait cette oblique là, on en avait parlé la semaine dernière il me semble, on a briqué, on a fait le pullback et on relance. Et en plus on a chopé le dividende au passage. Donc on est en train d'arriver là sur l'objectif dont on s'était parlé. Alors avec le dividende qui a été distribué, les niveaux changent également. Et donc là en l'occurrence c'est la zone des 61 €. Et globalement le retournement continue de s'acter. DBV Technologies là, c'est moyen moins. Alors à moins vraiment de news maintenant qui sortirait sur le peanut machin, là c'est en train de se redégrader, donc un petit peu plus de méfiance, attention ça peut être volatile, etc. Globalement, voilà, cette zone là des 9,20 € à 8,80 € qui sera la zone de support. Alors ça peut être pas mal volatile, mais votre tendance de fond reste haussière, c'est ça qui est important de comprendre, mais comme vous êtes assez large au niveau, vous voyez, de ce retournement qui se met en place, c'est ça qui peut vous créer de la volatilité. Donc là, à court terme, je serais tenté d'avoir un biais prudent là-dessus. Engie, c'est toujours très propre. Là aussi, on va avoir le dividende la semaine prochaine, il me semble, le 24 ou le 25, quelque chose comme ça. Donc ça reste très positif à ce stade-là. Alors, c'est toujours la même chose. Ça ne sert à rien d'acheter l'action le jour avant pour le dividende, puisque le jour du détachement, c'est bien ce que ça veut dire. Pour une fois, en français, c'est clair. En général, l'anglais est très clair. Mais pour une fois, le français est très clair également. On détache le dividende. Donc, le montant du dividende est détaché du cours. Donc, au jour J du détachement, ce que vous avez gagné en dividende, vous l'avez perdu en prix de l'action. Donc, l'un dans l'autre, vous êtes à zéro. Donc, ça ne sert à rien d'acheter la veille juste pour toucher le dividende. Par contre, ça peut servir dans le sens où si l'action, dans la foulée de ce détachement de dividende, remonte la pente et regagne ce que le dividende lui a fait perdre, ben vous gagnez réellement en fait le montant de ce dividende-là. Donc, et ça, on l'a vu avec quelques actions dernièrement qui ont tout de suite récupéré leur détachement de dividende. Pour cela, il faut quand même acheter des valeurs qui sont dans des bonnes tendances. Engie est dans une bonne tendance, donc éventuellement c'est un candidat à ça. Mais je ne vous encourage pas à acheter une action juste pour choper un dividende, parce que potentiellement il va être détaché et l'action ne va pas nécessairement le récupérer dans la foulée. C'est un pari à ce moment-là. Après, globalement parlant, sur Engie, je vous en avais déjà parlé. Pour moi, il y a un bon retournement qui se met en place. On reste positif. Là aussi, voilà, il faut que je nettoie un petit peu mon graphique. Il y en a un petit peu de partout. Ce qui me fait penser que peut-être ça a été déjà détaché. Je n'ai pas vérifié sur mon compte. Mon portefeuille long terme étant la chose que j'essaye de regarder le moins possible pour éviter les biais. Donc l'idée, voilà un petit peu où on en est globalement. Pour moi, on reste positif. On a un bon support aux alentours des 12,70 là. Et du coup, on continue d'acter le retournement et je continue de viser la zone des 13,70 éventuellement avec cette ligne. Et ramé, on a une consolidation qui se met en place. La semaine dernière, il me semble qu'on s'était dit en gros, si on recasse cette petite oblique par le bas, on engage une conso. On remet pas tout en cause encore, mais on engage la conso. On avait parlé de la zone des 70 comme d'une grosse résistance. On a ce gap, cette zone de gap ici qui peut faire support en premier lieu. Puis il faudra voir. Si le rebond n'arrive pas à repasser ces 61 €, il faudra considérer que c'est faible et qu'éventuellement
on peut revenir tester, vous voyez, cette zone des 52 euros, aux alentours des 52 euros. Bref, probablement que cette tendance haussière-là est terminée et on rentre maintenant dans une construction. Euronav, c'est très bien, vous avez vu les tankers, etc. Il n'y a pas qu'Euronav, il y a beaucoup de tankers qui sont en train de se retourner à la hausse. Enfin, ils étaient déjà retournés à la hausse, mais ils sont en train d'activer un petit peu ce retournement-là. Donc on est en train de jouer le fret maritime également pétrolier, donc à fond. Et Euronav est en train également d'être plébiscité. Donc on avait bien tenu toute cette semaine la zone des 7,40 € positif, et là on est en train de revenir dans la zone des 8 à 8,20 €. Et ça sera important de casser par le haut. Et là on actera véritablement le retournement à long terme, en plus de dividendes, etc. Là aussi ça a été distribué récemment au niveau de Euronext. Là aussi il faut adapter un petit peu les obliques par rapport à la dernière augmentation de capital. Et donc, du coup, on a cette oblique descendante ici, vous le voyez, à casser pour retourner à la hausse. Et il faudra confirmer avec cette zone des 89 €. Toujours en 2 étapes. Moi, j'aime bien les faire en 2 étapes. Première étape, c'est l'oblique qu'on casse. Donc, on se met dans une anticipation retournement moindre risque. Et après, la résistance horizontale, là, on passe en moindre risque. Europcar également, ça continue de jouer la réouverture. Il y a pas mal de fonds, j'ai vu, qui s'étaient réintéressés à Europcar. Il faut le voir comme ça, en gros, congestion qui est en train de se mettre en place. Et si on arrive à recasser par le haut, on s'ouvre très certainement, je serais tenté de dire, jusqu'à la zone des 50 centimes d'euros. Alors je ne serais pas contre un petit dip sur la zone des 36, mais c'est pas sûr qu'on l'ait. Pour l'instant, on voit que, vous voyez, vous avez une très belle poussée. Et ce qu'il faut apprécier donc, pour dire qu'une tendance est forte, c'est quand vous avez une très bonne poussée et que la consolidation se fait à plat. Si vous n'avez pas une consolidation qui se fait au prorata, mais qu'elle se fait à plat, ça renforce quand même le fait que la tendance, alors mis à part qu'il y ait une news, un truc, un machin, ça renforce que la tendance est très très forte et qu'il y a de fortes probabilités pour qu'on ne s'arrête pas là. Fugro, également c'est plutôt propre, on est revenu tester cette oblique. Alors il faut la dézoomer un petit peu et elle mériterait peut-être un petit peu d'être retracée, vous voyez, parce qu'elle ne passe pas typiquement, alors je la passerai pas par les mèches mais par les corps, mais bon, globalement, ça valide quand même cette zone des 9,50 € comme pivot à casser par le haut pour valider le retournement. Donc ça reste plus propre que CGG, Fugro, mais il y a encore du boulot et on voit, on a eu un petit échec ici à cause, on l'a vu, d'une consolidation pétrole qui est en train de se mettre en place. GTT, il faut le voir également en triangle ascendant. Hein, si on nettoie un petit peu, ici il faut que je pense à sauvegarder à chaque fois parce que je ne sauvegarde pas, et du coup on a les tracés qui commencent un petit peu à traîner. Donc voilà, du coup vous voyez, avec des chandeliers supplémentaires, on peut affiner au fur et à mesure. On avait l'idée, c'est ce que je vous dis souvent dans l'analyse graphique, le but du jeu c'est pas, alors je ne vais pas être grossier parce que mon ancien patron disait des choses à la Chirac, mais qui étaient un petit peu borderline. Ça passait certainement il y a 10-20 ans, maintenant ça passe un peu moins, mais ça fait, en tout cas, ça prête toujours à sourire, et heureusement quand même qu'on peut se dire quelques expressions comme ça en privé, et je pense que ça exprimait bien la chose, mais je ne vais pas le dire. Donc on a une bonne congestion ici, et ce qui est important, voilà, c'est en analyse graphique, je vois souvent des personnes, voilà, qui veulent avoir le point près, etc. Je pense que c'est une erreur parce que la problématique, c'est que ça va vous biaiser. Alors, vous allez trouver probablement le point près, etc. C'est très bien pour l'ego, etc. Mais la problématique, c'est que derrière, dès que vous allez recasser au point près le support, etc., ah, il faut que je vende, etc. C'est mieux en fait de penser par zone, de penser par hypothèse de travail. Donc là, l'hypothèse de travail, vous l'avez vu, on l'avait avant, et au fur et à mesure, on va affiner. Mais on a les zones, on travaille les zones, on parle plus de zones que de points précis. Hein, c'est ça qui est important, parce que sinon, si vous parlez de points précis, vous êtes en permanence en train de vous faire balader par le marché encore plus. Et donc là, on le voit, vous avez des mèches, etc. On peut tracer derrière des choses de manière plus précise pour avoir plus de points d'impact, etc. Et vous voyez, on pourrait tracer cette oblique qui aurait sens également et qui potentiellement en plus passe par un peu plus de points d'impact. Mais ce qui m'intéresse, moi, en analyse graphique, c'est pas voilà, de prendre de trucs comme dans les livres, etc. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, en tant qu'investisseur, qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce que je fais ressortir? Et qu'est-ce qui changerait éventuellement la perception qu'ont les investisseurs et les lancerait à l'achat? Qu'est-ce qui est pivot?
Et donc, que ce soit une oblique, vous le voyez, à 73 euros ou à 73,40 €, je m'en fiche un petit peu. Ce que je sais, c'est que voilà, c'est cette zone-là qui va être très importante. Et donc après, c'est ma décision de me dire, j'anticipe ou je patiente. Et c'est sur le pullback que je vais prendre ma position. Mais je vais traiter plus ça en zone, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'impression d'avoir le point parfait. Vous prenez votre position sur le breakout, bam, ça touche un autre niveau, ça revient en dessous de votre niveau de breakout, vous vous dites, c'est n'importe quoi, analyse graphique, vous voyez, il y avait un breakout, il a été réintégré, etc. En général, les analystes fondamentalistes, hein, qui sont malheureusement contre l'analyse technique dans le sens très fermé en idée, la problématique c'est ça, c'est qu'ils vont vous montrer toujours des breakouts qui ne se réalisent pas et qui derrière se recassent par le bas. Comme je vous le dis, pour moi il n'y a pas de faux breakout, il n'y a que des fausses analyses, il n'y a que des mauvaises analyses. Et ça fait partie du jeu. Je pense que la moitié des analyses, je fais des hypothèses de travail et je les affine. Et puis les obliques, les trucs, les machins, on affine au fur et à mesure. Ce qui est important de voir, c'est ce que l'ensemble du marché va voir. Ça ne sert à rien de voir une figure trop tôt. C'est là où vous avez le maximum de probabilité que justement qu'elle soit mauvaise. Donc dans l'idée ici, c'est de dire si je joue la cassure, je joue le retournement. Ce qui m'intéresse pour jouer le retournement, eh ben, c'est une zone finalement entre les 73 et je dirais, j'irai la chercher jusqu'au 74, 30, 50 pour arrondir. Et c'est vraiment cette zone-là qui me mettrait en place un premier pivot. Et après, j'ai une deuxième zone, avant de pouvoir parler vraiment de retournement aussi, qui est ici, sur cette zone de gap. Donc on réfléchit par zone pour moi, et ce qui est important avec l'analyse graphique, c'est pas d'en faire le Saint Graal, c'est d'en faire une aide et d'utiliser tout ce qu'on peut utiliser. L'analyse fondamentale, l'analyse macro, l'analyse micro, l'analyse de sentiment de marché, l'analyse graphique. Mais pour moi, dans l'idée, c'est pas d'essayer de trouver, comme si on était des ingénieurs, le point près et le A plus B égale C. Non, non, c'est la partie art ici. C'est la partie où il faut justement laisser de la liberté. Parce que si vous ne laissez pas de liberté dans vos hypothèses de travail et donc plutôt de réfléchir en termes de zone qu'en termes de points précis, eh ben vous ne laisserez pas de liberté également à vos plans. Vos plans seront très stricts. Et des plans très stricts, ça laisse pas de vie, ça laisse pas justement de prise de recul. Et c'est ça qu'il faut travailler très souvent, parce qu'on n'est pas sur une science exacte, hein. On est sur la psychologie essentiellement, en tout cas à court terme. Harmony Gold, donc du coup, l'or nous a bien aidé. On renforce ce retournement qui est en train de se passer sur Harmony Gold. J'ai vendu, j'ai eu pas mal de questions, j'ai vendu pourquoi? Mon objectif, c'était de vendre sur la fermeture du gap. J'ai vendu la fermeture du gap. Après, je ne suis pas contre, si on revient ici, revenir chercher les 4,90 $, de reprendre la position et de me remettre en position pour continuer de jouer le retournement sur l'or. Mais à ce stade-là, c'était mon premier plan. Et mon deuxième plan éventuel, si on a la construction, parce que c'était quelque chose d'anticipé, et là, le deuxième plan, c'est quelque chose d'un peu plus avéré, là, je rentrerai peut-être plus moyen terme à ce moment-là. Inventiva aussi, ça se regarde. Si vous avez une cassure ici, vous le voyez, de cette horizontale aux alentours des 12,50 €, ça se regarde pour un signal. Ipsen, bon, c'est toujours propre, c'est toujours ok, pas grand-chose de plus à dire. Corian, c'est en train de consolider, un petit peu trop à mon goût. C'est un petit peu léger, mais l'avantage, c'est que le marché nous a laissé quand même un petit quelque chose. Donc du coup, vous voyez, petit à petit, on se dit, bon, mais ça, c'est peut-être pas important. Alors c'était important pour jouer éventuellement le rebond, mais du coup, on bute ici, ce qui nous permet de valider une résistance horizontale. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est où le marché va aller chercher des acheteurs. Alors, il y a plusieurs façons, vous le voyez, mais l'idée reste la même, c'est que l'hypothèse de travail, c'est plutôt une zone de congestion et de construction. Et donc après qu'on ait une oblique un peu plus pentue ou moins, c'est ça qui va nous intéresser. Donc là, on en a une qui arrive dans pas très longtemps. Vous voyez, c'est la zone des 30,50 € pour arrondir. Donc si on a une réaction sur celle-ci, ben on va commencer à la privilégier et à jouer le bout de la figure. Mais si on veut faire du moindre risque, hein, c'est donc la cassure de ces 33,50 € qui nous permettra de jouer le retournement beaucoup plus fort. LVMH, c'est un range. Donc là aussi, vous voyez, il faut regarder LVMH. Comme je vous avais dit, il faut faire attention à LVMH. Pourquoi? Pas pour dire ça va se retourner, etc. Non, pas pour parier contre le luxe, non. L'idée pour se dire, sur le CAC 40, il faut que je fasse attention à la volatilité, parce que LVMH qui passe
de 630, de 640 euros à 600 euros, sur le graphique, c'est rien, c'est une consolidation à plat, hein. Mais ça fait quand même 40 euros, ça fait quand même 7-8%. Et donc, avec une pondération telle qu'ils ont, et puis en plus, ça impacte le Dior, Hermès et compagnie, donc ça vous impacte tout le secteur du luxe qui a ensemble une assez forte pondération sur le CAC, et donc c'est ça qui vous apporte éventuellement de la volatilité. Donc là, on regarde LVMH. LVMH est dans un range. Si ça casse par le haut, on s'ouvre éventuellement encore une fenêtre vers les 660. Donc ça veut dire que le CAC 40 pourrait trouver des catalyseurs, comme je vous ai dit, pour aller casser les plus hauts et sortir finalement les vendeurs à découvert. Mais pour moi, ça serait justement le moment où il faut le plus se méfier finalement. Il faut suivre le mouvement, mais c'est le mouvement où il faut faire attention derrière au retour de bâton, mais il faut le suivre. A contrario, si on n'arrive pas à passer, vous voyez, le marché petit à petit nous construit les choses. Et donc on casserait cette oblique-là, et on casserait cette horizontale-là, et là on validerait la mise en place de la conso, avec fermeture de ce gap et retour. Il faut faire bien attention, ça reste une tendance haussière très forte, avec un fort momentum. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas sur cette action-là que vous allez avoir les plus grosses baisses. C'est encore une grosse tendance haussière. Donc la moindre baisse un petit peu forte va attirer évidemment tous les acheteurs qui vont vouloir acheter le creux. Et donc vous allez tout le temps avoir des réactions. Mais ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je vous dis attention à la volatilité qui peut arriver, c'est que si sur des valeurs comme ça, on a des corrections assez fortes, mais qui sont vues comme des opportunités d'achat, donc des rebords assez forts, ben vous vous retrouvez à avoir quand même pas mal de zigzags et donc pas mal de volatilité. Et ça, si vous ne regardez pas à l'intérieur d'un indice quelles sont les valeurs qui sont les fortes pondérations et quelles sont graphiquement parlant les possibilités en hypothèse de travail de volatilité, eh ben vous serez surpris le jour où votre CAC il se prend -2 ou -3 dans la figure. Et le lendemain, il en regagne 2. Et puis le surlendemain, il en repère 2. Et puis il en regagne 4. Et vous allez vous dire, c'est n'importe quoi ce marché, etc. Non, c'est juste qu'au fur et à mesure du temps, les valeurs à momentum ont été plébiscitées et de plus en plus plébiscitées. Et donc elles sont devenues de plus en plus pondérées dans les indices. Et vous vous retrouvez avec des indices qui sont pondérés dans une poignée de valeurs, avec un effet Pareto évident, qui ne fera que renforcer à terme la volatilité intrinsèque de ces indices-là. Et donc, il faut s'adapter au fur et à mesure à éventuellement avoir des indices qui deviennent plus volatiles. Makeya Group, alors ça, c'est spéculatif hein, dans l'idée où c'est très volatile, mais il y a beaucoup de volume actuellement. Alors, il y a beaucoup de volume, mais le titre fait trop rien, donc il y a quand même, on sent que c'est un jouet spéculatif et qu'il y a beaucoup de gens pour l'instant qui font des allers-retours. Évidemment, ça manque de news, c'est pas le titre avec des fondamentaux exceptionnels. Alors oui, ça joue la recovery. Le but du jeu, c'est de jouer la réouverture et donc la recovery également des pubs au niveau de la restauration, de l'hôtellerie et ce genre de choses, etc. Alors je connais pas le dossier par cœur, hein. Je joue une congestion graphique. Je joue des volumes, je joue une congestion graphique et je joue éventuellement, vous voyez, un débordement, double débordement qu'il faudrait des 31 et des 33 centimes d'euros. Et là, éventuellement, il peut y avoir une spécule qui se met en place. Voilà ce que l'on peut dire là-dessus. MBWS, c'est en train de continuer de construire. On a une grosse résistance horizontale, vous voyez, dans cette zone des 1,65 €. Et on est en train de matérialiser le retournement. Il faudra réussir à casser par le haut pour continuer à le faire. Mota Engil également, on a joué à se faire peur ici, post-augmentation de capital. Et on fait donc la remontada, ça m'a permis d'alléger quand même cette position qui est pas mal volatile et on se remet dans la figure. Alors éventuellement on peut retracer les choses, etc., comme je vous dis souvent. Et là en l'occurrence, bon, il y avait l'aspect augmentation de capital qui est rentré en ligne de compte. Donc dorénavant, les 1,44 deviennent support et on rejoue ce qu'on rejouait avant, c'est-à-dire le break des 1,55. Alors il y a les 1,50. Il y a ce premier niveau des 1,51 à peu près, c'est surtout le niveau des 1,55 à breaker qui devrait nous ouvrir, je jouerai la zone des 1,67 à titre personnel. Navia, alors Navia ça continue de faire couler beaucoup d'encre. Pour moi, je vous l'avais dit, très important de casser rapidement cette oblique ici pour vraiment valider le retournement. C'est pas ce que j'appelle du rapide. Donc on continue d'être dans la figure, donc pas de drame. Par contre, pour moi, on a refragilisé la tendance. Donc,
je resterai quand même prudent. Attention à ne pas tomber amoureux, ça c'est quand même une tendance qui se dégrade. Et donc là, ici, dans cette configuration, méfiance si ça casse par le bas. Parce que la problématique sur ces titres, c'est finalement pas que ça casse par le bas, c'est que sur la cassure par le bas, potentiellement on y va tranquille, ou potentiellement on y va rapide. Donc c'est ça la problématique, c'est plus la volatilité. Voilà, de retour. Donc sur Navia, j'étais certainement en train de vous dire, ça casse par le bas, méfiez-vous quand même, ça peut toujours créer pas mal de volatilité. Sinon on est toujours dans la figure, mais honnêtement, si on avait dû retourner la tendance, je pense qu'on l'aurait déjà fait, donc je reste un petit peu méfiant. 2,85€ toujours à casser par le haut. Après il y a un autre morceau à 3€, mais déjà 2,85€ à casser par le haut pour se remettre dans des bonnes dispositions, sinon là c'est un petit peu fragile quand même, méfiance. Au niveau de Nicox, on est revenu taper une nouvelle fois sur la résistance oblique. On n'arrive toujours pas à passer, donc c'est toujours le niveau pivot à franchir. Au niveau de Nokia, on est en train de retravailler cette zone des 4,30€, donc là aussi c'est le niveau à réussir à passer. Nordic America, c'est un autre tanker. Celui-là, il est coté aux US. Là aussi, c'est juste pour vous montrer, globalement, on a le break qui est en train de s'effectuer et donc qui est en train de se valider. Je joue les 3,80$ là-dessus. Novacite, bon, pour moi, rien de bien neuf. Alors, il y a eu des annonces, c'est un petit peu comme Solution 30. On va en reparler plus tard. Tiens, on n'est pas loin ici. Donc, je nettoie, j'en profite pour nettoyer le graphique. Bon, graphiquement parlant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous le nez. Hein. C'est une tendance baissière, bien entendu. Ils ont rajouté que maintenant, il y avait un impact sur le premier trimestre, mais en même temps, voilà, si on suit un petit peu de l'haussier, c'est pas surprenant. Globalement, on est toujours dans cette tendance haussière qui se cherche un petit peu. Bref, on continue un petit peu de dégrader, pas grand chose à se mettre sous la dent, mais petit à petit, on construit pourquoi pas cette hypothèse que je vous mets là en biseau. Alors il y avait un niveau qui m'intéressait là sur les 3,80€, peut-être que je rabaisserai un petit peu sur les 3,50€ si on y va, mais à un moment donné je le tenterai quand même. J'attends surtout de savoir ce qu'ils vont faire avec leur cash. Alors maintenant qu'ils ont perdu une bonne part de leur chiffre d'affaires, peut-être qu'ils vont être un petit peu plus réservistes avec. Mais bon, on va voir. C'est quand même, même avec 50% de cash en moins, ça devrait quand même rester intéressant. Et puis, ils continuent d'avoir éventuellement d'autres marchés. Puis, avec le variant indien, on peut se dire que, bon, c'est pas demain la veille quand même que, même si on est tous vaccinés, etc., avec le variant indien ou le variant colombien ou ce que vous voulez, ce qui apparaîtra, c'est peut-être pas demain la veille qu'on est tiré d'affaire au niveau du Covid et qu'au niveau des tests, et ben, même si on est tous vaccinés, potentiellement il y a encore de la demande. Alors, il y a de plus en plus de concurrence aussi, bien entendu. Bref, Novacide pour l'instant, je laisserai de côté, mais je garde en observation. Au niveau d'Orange, c'est toujours une bonne congestion qui se met en place. Là aussi, vous voyez, on a cru au break, ben on ajuste. C'est pas encore le bon niveau, c'est pas encore le bon break, etc. On reste encore dans cette figure de congestion. On attend, on patiente, et il va falloir casser cette zone ici. Donc on voit une zone aux alentours des 10,60, 10,70€. Au niveau de Poxel également, on se cherche, c'était plutôt pas mal ce qu'on était en train de faire et de construire ici, une bonne congestion avec des volumes qui sont arrivés par à coup, et il manque la confirmation. La confirmation pour moi elle est double, cassure des 6,90€, cassure de cette oblique ici aux alentours des 7,10€. Et là, on pourra jouer le retournement sur Poxel où on attend certainement une news d'ici cet été. Quantum Genomics également, pour l'instant on voit que le marché n'apprécie pas trop. Globalement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a quand même eu un bon rebond. Ce rebond, pour l'instant, il est technique. Il aura besoin, on le voit, de vraiment revenir au-dessus des 4,20€ pour vraiment acter une relance de la tendance de fond. Ça n'interviendra qu'avec une news, partenariat, ce que vous voulez. Là, sinon, c'est du rebond qui est technique au prorata de la baisse à ce stade-là, qui ne remet pas la baisse en cause à ce stade. Donc pour moi, voilà, il y a un gros carrefour qui est sur cette zone-là des 4,10€, 4,30€, grosso modo, qui est vraiment le niveau à franchir pour retourner la tendance. Renault, c'est en train de revenir là sur la moyenne mobile 200, ça peut tenter quelque chose, mais là aussi, ça c'est les personnes qui me demandent ça. Mais là aussi, je dirais, voilà, c'est pas des trucs où je vais anticiper. Éventuellement, il faut casser l'oblique pour commencer à se redorer le blason. Au niveau de Ruby également, ça prend son temps.
Ça prend son temps et je mettrai le pivot ici sur les 39,50 € à casser pour se remettre dans des bonnes dispositions pour jouer éventuellement la remontada. Safran, là aussi vous voyez c'est faible. On n'a pas réussi à breaker par le haut. Alors cette oblique, elle est peut-être un petit peu obtuse. Vous avez peut-être une autre oblique à tracer comme ceci, plus ou moins. Mais voilà, on voit que c'est consolidation à plat dorénavant et méfiance si on lâche par le bas. On a plusieurs tendances qui ont du mal à donner le coup de collier. Sanofi par contre c'est toujours propre. Voilà, on travaille toujours la tendance haussière à ce stade, même si on devait consolider. Pour moi, voilà, il y a des bons niveaux de soutien dans cette zone des 84. Technicolor continue de travailler la sortie par le haut. Hein, vous le voyez, on n'est pas en train de continuer là, d'essayer de casser, de breaker par le haut, donc c'est toujours très positif. Au niveau de Technip et énergie également, on continue de construire. Je vais virer ça. Voilà, et on valide petit à petit, vous voyez, on commence à confirmer l'hypothèse qu'on avait en triangle ascendant. Donc on continue de le travailler, éventuellement on peut voir une oblique comme ceci, un petit peu plus pentue. Mais globalement, voilà, ça reste propre, mais c'est toujours la zone 12,75 € qu'il faut réussir à casser. Terra Nexus aussi, peut-être un petit peu d'impatience. Aussi, ces BSA qui sont transformés en actions, peut-être qui sont vendus et qui déclenchent des stops parce que c'est pas super liquide comme valeur, il n'y a pas grand monde dans le carnet. Donc ça peut baisser assez rapidement, mais globalement, graphiquement parlant, voilà, on commence à valider l'oblique qu'il faudra casser pour vraiment acter le retournement et l'anticipation éventuelle d'une news de partenariat qui devrait tomber à la fin de ce second trimestre, logiquement. Voilà, là on revient, vous le voyez travailler cette zone des 11,60 € qui avait servi de support ici, de résistance là, et donc qui resserre de support. C'est un titre qui n'est pas liquide, comme je vous ai dit, donc il peut y avoir éventuellement des mèches basses. C'est ce que je vais tenter avec des épuisettes un petit peu gourmandes, si jamais on veut jouer à la panique. Ça m'intéressera de choper le dossier avec des épuisettes, éventuellement. TICO, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait plus parlé, mais à l'époque, quand je vous en parlais, voilà, on parlait de cette figure-là de congestion. Vous voyez, là aussi, on avait tenté la première extirpation, hop, on était repassé dedans, et on repasse. Si vous jouez les breakouts, hein, vous allez vous faire piéger un paquet de fois, surtout quand la tendance en fait est en zigzag. Il faut vraiment des tendances qui soient haussières fortes, et la majorité des breakouts vont fonctionner. Sinon là, voilà, vous sortez très très frustré. Donc pour moi, c'est plus appliquer la stratégie du moindre risque qui vous permet d'éviter la frustration et de rentrer voilà, à plusieurs étapes et en fonction de zones et pas de points précis. Et donc là, en l'occurrence, on restait dans la figure. Et là, on a un bon tempo, une bonne cassure qui se met en place. La grosse problématique de ce titre aussi, qui fait aussi que ça peut renforcer voilà, des faux signaux, c'est que c'est liquide, il n'y a pas grand monde dedans. Quoi. Mis à part aujourd'hui où vous avez eu 100 000 titres quasiment échangés, ouais, c'est très léger sinon d'habitude. Donc ça aussi, il faut prendre en considération, encore moins de jouer au point près. Total, on continue d'être plutôt bien construit hein, à ce stade-là. Voilà, Total, comment on va le voir dans ces prochains jours. Ça, c'était l'ancienne oblique qu'on a cassé par le haut et du coup qui nous permet de nous mettre dans un triangle ascendant. Donc là, on travaille, tac, 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 ça casse par le haut, pétrole plus, ça aidera le CAC 40, ça voudra dire qu'on rejouera, on continuera de jouer les cycliques, etc. Donc ça aidera les indices cycliques comme le CAC 40, etc. Par contre, méfiance, on n'arrive pas à refermer ce gap-là, faiblesse, on casse ici, confirme la faiblesse, et ça nous renverra certainement travailler plus une espèce de range. À ce stade-là, nous n'y sommes pas, on reste dans cette figure en triangle. Unibuy, faiblesse également, petite faiblesse, on voit, on n'a pas réussi à passer. Et au moment même, on va réouvrir les centres commerciaux, vous voyez, Unibuy qui commence à faire la tête. Donc ça, c'est là aussi où j'apprécie les marchés dans leur anticipation, mais dans le fait que, voilà, une fois que les choses arrivent, c'est acté. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, et souvent vous diront la bourse est irrationnelle, parce qu'ils vont voir des bons résultats, ils vont voir des bonnes nouvelles économiques, ils vont voir le marché baisser, ils vont dire c'est n'importe quoi. Mais à contrario, ces mêmes personnes-là ne se posent pas la question, des fois, de voir des mauvais résultats, des mauvaises stats économiques, mais le marché monter. Et là, en règle générale, ils se disent c'est n'importe quoi aussi. C'est l'anticipation. En tant qu'humain, lorsqu'on va vous dire que telle entreprise, ou lorsque vous pensez que telle entreprise, c'est l'avenir, ça va être super intéressant, ils vont sortir un nouveau produit, ce produit, vous en êtes convaincu, il va super bien marcher, il va super bien se vendre. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous achetez maintenant l'action, ou est-ce que vous attendez
que la société sorte ses résultats, ses premiers résultats, etc., de vente du produit, pour valider en effet que les résultats sont très très bons, etc. Vous achetez en avance, donc vous anticipez. Bah, dites-vous bien que l'ensemble des opérateurs font exactement la même chose. Donc la bourse, ce n'est que ça, on anticipe. On anticipe quand ça va aller mieux, alors que dans le réel, ça ne va pas terrible. Et une fois que ça va mieux, on anticipe que ça va être plus compliqué à l'avenir, et donc en baisse, alors que c'est là où on commence à réouvrir l'économie, à trouver les statistiques, faire baisser le chômage, retrouver de la croissance, etc. Voilà. Et c'est important de le comprendre, qu'on est toujours dans cette anticipation-là. Valneva, là aussi, je serais tenté de dire, c'est en train de dégrader. Alors, on tient encore les derniers niveaux importants, mais là aussi, si on avait dû relancer, je pense qu'on l'aurait fait sur ce niveau ici. Ça, là, les 3 chandeliers ici, c'est pas tip top. Alors, il reste encore des supports, bien entendu, hein. Je pense à la zone des 11,20 €, 11 €. Mais voilà, en dessous de ça, ça commencerait à se dégrader un petit peu plus puissamment. Alors, c'est pas des retournements de tendance encore, ça veut dire que dès que vous aurez des dips, ça sera certainement acheté, il y aura des rebonds, mais en termes de suivi de tendance, etc., on a mis un coup quand même. Véon, ça, il n'y a pas beaucoup de volume. Alors, c'est une boîte qui n'est pas cotée sur Amsterdam à la base, mais on peut l'avoir en cotation sur Amsterdam, pour nous, Européens, mais qui est toujours au bord du break. Mais il faut encore le valider, bien entendu. Verimatrix, alors je ne vous la montre pas dans le sens où il y a quelque chose à se mettre sous la dent, il n'y a rien à se mettre sous la dent, c'est pas intéressant. Je vous la montre parce que ça pourrait devenir intéressant de la travailler dans cette zone. On voit, elle est en train de revenir dans une zone 2 €, 1,95 € et des brouettes, qui peut être une zone assez intéressante. Alors, il faut toujours faire attention quand on parle de ces zones intéressantes, parce que la dernière zone intéressante, c'était les 2,20 €. Si vous en rappelez, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 semaines, on avait parlé de ces 2,20 €. Le marché, il s'en est foutu. Il s'est dit 2,20 €, ça ne m'intéresse pas. Donc on va chercher les 2 €. Mais ce qu'on attend, voilà, c'est du rebond, c'est pour nous prouver que ces 2 € valent quelque chose. Si on est moindre risque, ça ne nous intéresse pas parce que avant que le titre se retourne, ça va mettre du temps. Donc c'est soit si on est long terme, ça peut intéresser, donc on anticipe un morceau, soit si on veut faire du rebond technique sur support. Après, Verimatrix, c'est pas le meilleur titre pour jouer du rebond technique parce que vous n'avez pas beaucoup de volume. Donc quand on joue des rebonds techniques, il vaut mieux aller sur les titres liquides parce que on veut pouvoir rentrer et sortir facilement en prenant des petits décalages. Donc il faut qu'il y ait la contrepartie en face. Voilà, ça c'était pour la liste normale. On va regarder quelques actions. Alors Barco, vous ne me l'avez pas proposé, mais je vous la rajoute. Ça aussi, c'est un titre éventuellement réouverture. Et celui-ci, il se porte plutôt pas mal. On voit, il est en train de tenter là, de rebreaker et de relancer, pourquoi pas. Alors, c'est pas une biotech, hein. On ne fait pas des 100 et des 1000 en 2 semaines avec ça. Mais voilà, c'est une configuration qui peut être appréciable. Ubisoft également, donc j'avais tenté le rebond. Le rebond est plus puissant que ce que je pensais. Mais grosso modo, regardez, le rebond, il est en train de revenir où? Il est en train de revenir chercher cette ancienne oblique support qui deviendrait donc résistance. Et donc là, éventuellement, il faudra s'attendre à une reprise de souffle. Ou alors, si le rebond est vraiment puissant et que le marché veut vraiment nous démontrer que il veut vraiment acter que ça, c'était une inefficience de marché, il va passer au-dessus des 60 €, il va aller chercher les 62, il va consolider à nouveau sur les 60 et les valider en support. Là, vous aurez votre congestion qui vous montrera de la force. Sinon, si on bloque avant ça, on aura pareil la conso derrière, mais ça prendra peut-être un peu plus de temps à construire dans cette zone-là, et il faudra un petit peu patienter avant d'avoir un peu plus de moindre risque. Air Liquide également, qui revient assez souvent en analyse. Pour moi, c'est toujours positif. Là aussi, il y a eu des dividendes. Hop. On nettoie tout. J'essaierai de sauvegarder. Cette fois-ci, hop. Donc l'idée sur Air Liquide, c'est la même que la dernière fois. Donc on s'était dit, pas rendez-vous dans 10 ans, mais ici vous voyez la résistance horizontale. Il faut réussir à passer. Pour l'instant, c'est toujours très propre. On a une bonne congestion qui se met ici, avec un niveau des 136 là en soutien. Donc vous cassez ici par le haut, on a encore une marge de manœuvre, je dirais vers la zone des 145. Ça serait ma première idée. A contrario, on bute, ou on dépasse à peine et on revient dedans.
petit signe un petit peu de faiblesse, et si vous cassez les 136, validation de la faiblesse. Maintenant, attention, quand on dit faiblesse, une faiblesse court terme, si vous êtes long terme, il n'y a pas de raison de vendre. Je veux dire, vous avez un gros niveau de soutien sur les 120 euros par exemple, qui est votre gros niveau, on va dire, long terme. À moyen terme, je mettrai le niveau plus voilà, sur cette zone-là des 132, 133. Et ça, c'est le niveau court terme. Donc bien comprendre la différence d'horizon de placement pour pas se planter également. Vous avez Pierre et Vacances également qui éventuellement est un trade réouverture. Alors, ils se sont refinancés un petit peu. Ce qui serait intéressant, vous voyez, c'est un débordement des 12,60 €, 12,70 €, 12,80 € en zone. Ça vous donnerait vraiment le signal. Là, vous êtes un petit peu en anticipation. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas vraiment de certitude sur le fait que le marché va réellement jouer la réouverture. Potentiellement, il a un petit peu déjà anticipé. Et là, on sent que sur pas mal de trades réouverture, on sent qu'on est un petit peu en attente. Alors, il y a des Europcar, etc. Mais là, on comprend que le marché avait surtout, parce qu'il y avait eu les augmentations de capital, etc. Donc, le marché n'avait pas du tout anticipé et avait attendu. Donc, il fait un rattrapage plutôt sur ce type d'action-là. Est-ce qu'il peut faire un rattrapage sur Pierre et Vacances également? C'est éventuellement le scénario, mais pour moi, c'est un titre qui n'est pas très liquide. Donc, éventuellement, le débordement des 12,50, 12,80 en signal. Et Soitec également. Bon, sur Soitec, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est l'archétype de la valeur qui a un fort momentum, qui fait une première correction qui est achetée, qui fait une deuxième attaque avec, vous voyez, un rebond qui est beaucoup moins puissant, fatigue des acheteurs, et on recasse très rapidement l'ancien support. Donc là, ça lâche, mais vous allez chercher quoi? Vous allez chercher un autre niveau qui là va intéresser, en plus des court-termistes, des moyens-termistes, qui va intéresser les long-termistes. Donc là, vous rejouez le rebond. Mais là, même chose, derrière, c'est des constructions qui se mettent en place. Alors je trace. Là, l'idée, c'est de dire, on est en hypothèse de travail, mais éventuellement, on trace une figure plus large. Donc, vous voyez, vous retrouvez beaucoup de volatilité sans pour autant que vous ayez vraiment une tendance qui est établie. C'est plutôt, on est en train de neutraliser la tendance, comme ça, tac, tac. Et là, soit on recasse par le haut et vous relancez le schmilblick, soit on casse par le bas, et là, on commence à dégrader la tendance à plus moyen terme. Et enfin, solution 30, je ne vais pas montrer le graphique, ça ne sert à rien. Solution 30, donc je vais faire un topo, même si je n'ai pas pris le temps de bien lire le communiqué. J'ai juste lu en diagonale globalement. Bon, maintenant c'était il y a un moment, mais j'ai pas eu le temps de lire quoi que ce soit ou des avis qui auraient pu déjà germer d'analystes ou quoi que ce soit. Donc je vais juste vous donner mes 2 centimes. Quelque part, c'était ce qu'on s'était dit il y a déjà 3 semaines. Il y avait deux possibilités. C'est un problème sur les comptes qui ne sont pas certifiés et ils bloquent la cotation, ils essayent de gagner du temps pour pouvoir trouver et proposer la solution en même temps. Et la deuxième chose, c'est de dire, en effet, il y a peut-être un cadavre dans le placard et puis ils en ont marre de se faire un petit peu taper sur les doigts par Muddy Waters tous les 4 matins. Et puis si en plus c'est avéré, la vie sera beaucoup plus compliquée pour eux plus tard, surtout pour les dirigeants. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, essayez, on est dans un monde de taux bas, il y a un gros flottant, mais en gros, j'avais pensé plutôt à du private equity, mais après, voilà, que ce soit une OPA d'une entreprise qui est cotée en bourse, ou que ce soit derrière un rachat via OPR avec des petits copains en private equity, etc., c'était la deuxième option. Quand on lit le communiqué, on sent bien que il y a les deux options. Donc du coup, il y a une chose quand même qui me trouble, c'est qu'on bloque la cotation d'une action qui est Solution 30, ce qui n'est pas non plus, c'est pas non plus un titre, c'est pas non plus une petite cape. Vous avez quand même 1 milliard de capitalisation. Donc on bloque ça pendant 2 semaines, à peu près, ou même plus, parce qu'en fait, on a le EY qui apparemment a les mains tremblantes et ne veut pas certifier les comptes, mais ne veut pas dire pourquoi. C'est quand même, c'est quand même, vous êtes payé pour certifier des comptes, et quand vous trouvez une anomalie qui apparemment vous empêche de signer parce que vous avez l'impression que vous mettez le doigt un petit peu dans l'engrenage et que la dernière fois
En Allemagne, ça s'est pas bien passé non plus. Vous vous dites, bon, on va pas non plus se sucrer la crédibilité de la boîte comme ça en une année. Mais du coup, quand vous lisez le communiqué, on se retrouve avec une grosse boîte comme ça qui donc bloque la cotation pendant 2 semaines, c'est pas rien, pour gagner du temps. Clairement, ils étaient en train de gagner du temps, donc pour essayer d'avoir des explications de EY sur pourquoi ils ne veulent pas certifier les comptes, c'est quand même, ça me paraît vraiment très étrange que EY ne certifie pas les comptes et ne disent pas pourquoi, et surtout mettre 2 semaines à répondre, ils n'ont toujours pas répondu. Et grosso modo, ça donne du temps aussi pour voir un petit peu comment on peut faire un retrait de la cote. Alors moi, ce que ça me dit, alors je ne suis pas actionnaire, j'ai été actionnaire, et ce que ça me dit évidemment, c'est que comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a une chose que le marché n'aime pas, c'est le manque de visibilité. C'est-à-dire que vous pouvez lui sortir un cadavre du placard, mais du moment que vous lui sortez le cadavre du placard et que vous dites voilà, c'est le cadavre, voilà ses mensurations, etc., ben, le marché il est capable de dire ok, je reprends ma calculatrice, je revalorise, peut-être qu'on va prendre une tarte sur le cours de l'action, mais je vais avoir un socle parce que j'ai toutes les données qui me permettent de valoriser. Et donc, je peux avoir un socle. Là, il n'y a pas de socle. On a un communiqué, en plus, c'est un communiqué où on sent que tout le monde essayait de gagner du temps. Et en fait, on se rend compte que pendant 2 semaines, il ne s'est rien passé. Donc, c'est-à-dire qu'ils auraient communiqué il y a 2 semaines sur les mêmes choses, ils auraient dit exactement la même chose. EY ne veut pas certifier les comptes et on ne sait pas pourquoi. 2 semaines après, c'est exactement la même chose. Donc 2 semaines sans cotation pour ça. Bref. Donc du coup, l'idée évidemment c'est que lundi, la grosse problématique c'est qu'il n'y a pas de visibilité. Donc on peut imaginer que le cours va prendre un pet. Ils ont quand même communiqué sur le fait que éventuellement ils ne sont pas contre faire un retrait de la cote. Et on peut penser que si le cours se prend une mandale lundi, il était à des niveaux de valorisation, on va dire, que je pouvais trouver corrects par rapport à ce qu'ils sont capables de délivrer et puis surtout par rapport à la croissance future. Et si on se prend une mandale, je ne sais pas, de 30, 40, 50% lundi, fondamentalement, alors oui, il y a peut-être un cadavre et la problématique c'est qu'il y a un cadavre et qu'on ne sait pas ce que c'est. Et c'est ça qui pue et c'est ça qui va empêcher finalement tout le monde d'essayer d'acheter. Et donc c'est ça qui crée le manque de visibilité, et c'est ça qui éventuellement peut créer vraiment un gros couteau qui tombe sans contrepartie acheteuse, parce que tant que le cadavre, on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est, il n'y a peut-être pas grand monde qui va vouloir tenter le coup. Mais globalement, ceux qui vont vouloir tenter le coup, c'est éventuellement des prédateurs, puisque ouvertement, ce que Solution 30 nous dit, c'est qu'ils sont prêts à se retirer de la cote. S'ils se prennent une mandale de moins 30, moins 40, moins 50%, on peut imaginer qu'il y a ça va peut-être en bouger certains qui vont vouloir se placer. Après, ça va poser la question quand même, si c'est ce qui se passe et qu'on va vers un retrait de la cote à des cours qui sont dérisoires par rapport à la valorisation que l'on pourrait donner à la boîte, hors évidemment malversation et problématiques sur les comptes, etc. Mais ça posera la question également à qui profite le crime. Et puis, donc là, voilà, on verra plus tard. Mais globalement, moi je suis assez partagé, parce que d'un côté, je me dis, je veux profiter de ce manque de visibilité du marché, parce que lorsque le marché a un manque de visibilité, il dégueule, et il n'y a pas de socle fondamental. Donc il va dégueuler, je ne sais pas jusqu'où. D'un autre côté, il y a ce petit espoir où on se dit, tiens, il peut y avoir quand même une offre de retrait à un moment donné ou quelque chose qui sera proposé quand même logiquement à une bonne valeur. Sinon, ça veut dire qu'on brade des bijoux de famille. Si on brade les bijoux de famille, vous avez un paquet d'actionnaires qui sont lésés, ça ne va pas se passer aussi facilement. L'AMF apparemment, je pense, a déjà commencé à regarder le dossier et va commencer à le regarder de près. Et quelque part, Muddy Waters, sur lequel on a tapé pendant des années, comme je vous l'avais dit, il lâche pas le nonos parce que c'est sa crédibilité qui est en jeu. Il a tort, tout le monde oubliera. Avec le temps, il laisse passer du temps, les gens oublient. Par contre, il a raison, il gagne en crédibilité, il gagne en mode lanceur d'alerte,
Et donc il gagne en notoriété et ça reste un hedge fund, hein, donc il attire du pognon. Euh, donc eux, ils vont s'en donner encore à cœur joie. Là. Ce week-end, là, Twitter, machin bidule, ils vont envoyer du lourd. Euh, donc du coup, voilà, l'idée est partagée. Et je me dis, si moi je suis partagé, parce que j'aimerais bien acheter, parce que je me dis, je vais profiter d'un excès du marché, mais d'un autre côté, j'ai un cadavre, je ne sais pas ce que c'est. Euh, et de l'autre, il peut y avoir une offre de retrait, oui, à un moment donné, mais on ne sait pas quand. Donc il y a beaucoup d'impondérables, il y a zéro visibilité. Et donc du coup, si moi je me dis que je serais prêt à acheter, mais que finalement je vais plus me mettre en mode je regarde, je me dis qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont faire ça. Et si on est beaucoup à être en mode je regarde, ça veut dire que dans la case achat, quand tout le monde va vouloir vendre avec manque de visibilité et vouloir sortir, se retirer les doigts là-dedans, parce qu'un gérant, il faut bien vous dire quelque chose. Le gérant là qui est dans Solution 30, il n'y a personne qui va lui taper dans les doigts. Pas de bol, etc. Il y avait eu un audit, bon, les comptes n'étaient pas certifiés, mais on pouvait croire que machin bidule. On pourra dire au gérant, bon, c'est pas de bol, hein. Par contre, le gérant là, il décide de rester en position lundi. Il décide vraiment de rester en position en disant, c'est n'importe quoi, je fais confiance à la direction, les comptes sont pas pipés, tout va bien, etc. Je reste et limite, je renforce ma position. Si jamais il a tort et que les comptes sont vraiment pipés, il met en jeu sa carrière. Et donc là, il faut se dire, c'est psychologique aussi, il faut se dire le lundi, c'est comment réagissent. Des petits particuliers, etc., vont vouloir se dire c'est n'importe quoi, je garde, etc. Très bien. Mais les gros volumes, c'est les volumes de gérants éventuellement qui étaient revenus grâce au premier audit qu'il y avait eu fin mars, 1er avril. Et donc qui avait regagné de la confiance et qui avait potentiellement redimensionné une position, etc. En se disant que Muddy Waters, etc., bon, avec le temps, ça allait partir. Mais globalement, c'est ça, zéro visibilité. Et donc vous pouvez avoir des ventes qui sont des ventes par dépit et surtout par protection de carrière. N'omettez jamais que le gérant, il a des biais également psychologiques. Et un des biais également, c'est de conserver sa carrière. Et donc de ne pas aller investir dans des trucs boiteux. Donc on se retrouve avec ce communiqué avec un gros truc boiteux pour moi. La communication à l'état pur de Solution 30 depuis la problématique. C'est on répond en mode de toute façon on répondra plus, etc. Donc voilà, je ne sais pas trop comment finir mes phrases, mais juste pour vous dire que en gros, moi je ne suis pas plus avancé. Et donc je suis en mode lundi, il y a zéro visibilité, il y aura certainement beaucoup de ventes en mode main tremblante. Et la question que je me dis, c'est que j'aimerais bien acheter parce que ça va revenir à des cours que je vais trouver intéressants. Mais derrière, j'ai aucune idée sur qu'est-ce qu'est le cadavre. Si EY ne veut pas certifier, c'est soit que le cadavre il est gros, soit qu'ils n'ont pas vraiment trouvé grand-chose, mais ils sentent qu'il y a un truc qui pue quelque part, et ils n'ont pas envie eux-mêmes de faire une erreur de carrière en certifiant les comptes qu'ils ont déjà certifiés l'année d'avant, euh, et par rapport à Wirecard et compagnie. Donc vous voyez que la problématique va au-delà de juste quelque chose de rationnel. On est vraiment dans des enjeux de com, dans des enjeux de notoriété, que ce soit pour toutes les parties, les vendeurs à découvert, les gérants qui plébiscitent Solution 30 et qui lui donnent encore leur faveur, les dirigeants également de Solution 30 eux-mêmes, et puis derrière, les dirigeants de EY, donc qui est là, son machin. Mais ce qui est hallucinant, c'est 2 semaines de blocage de cotation pour rien, au final. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est ma première réaction à chaud et après 4 ou 5 réveils de bébé. Donc j'irai voir ensuite, voir s'il y a des gérants qui éventuellement profitent du week-end pour commenter déjà. Et puis on verra lundi. De toute façon, il n'y a pas le choix si vous êtes en position. Malheureusement, c'est wait and see, hein, lundi. Voilà, en attendant, je referme cette parenthèse-là, je referme cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite clochette, comme ça vous ne loupez pas les prochaines vidéos. N'oubliez pas d'aimer la vidéo également, de mettre un pouce en l'air et de la partager avec un plus grand nombre, autant que de personnes que ça pourra aider, je l'espère. Voilà, une nouvelle fois, un excellent week-end à vous les graphes, et je vous dis
à lundi sur gravecobourse.fr pour faire le point au fur et à mesure de la situation. Salut!